Cadre de la sécurité intérieure, avant d'en venir aux considérations et au débat de fond qu'on a ici sur les OQTF, sur les laissez-passer consulaires, un mot sur l'enquête dont moi j'ai été frappée qu'elle ait été aussi rapidement menée, preuve que la coopération, les échanges d'informations transfrontaliers fonctionnent quand même. Là, de ce côté-là, oui, on est pareil. Vous avez raison de le souligner. Je voudrais à ce titre féliciter justement la qualité des investigations qui ont été menées et la célérité avec laquelle elles ont été exécutées, et notamment par les effectifs de la BERI qui ont été engagés sur ce dispositif, et saluer aussi la coopération qui existe entre la Suisse et la France qui ont permis l'arrestation très rapide de ce meurtrier. Ce qui a été essentiel là, c'est le visionnage des images de vidéosurveillance autour de l'université. J'imagine qu'il y a eu aussi un certain nombre de témoignages, et puis surtout la téléphonie. Exactement, la téléphonie est au cœur de ce dossier, et elle a permis justement de retracer un petit peu les déplacements de cet individu et de permettre rapidement aux policiers de se mettre sur les pas de ce meurtrier. Bon, après pour ce qui est des laissez-passer consulaires, Maître Edberg nous disait il y a quelques minutes que 2 mois à l'échelle du rythme judiciaire et administratif, c'était pas outrageux, c'était pas absolument long. Est-ce que c'est, de votre expérience, ce qui se passe dans la plupart des dossiers dès lors que le pays en question est contacté? Oui, c'est un délai qui est moyen, qui est généralement constaté. Après, on peut toujours arguer du fait que on déplore la longueur de ces délais, parce que compte tenu des enjeux qui sont en cours, nous trouvons toujours que ces délais sont trop longs. Malheureusement, il y a tout un procédé technico-administratif qui ralentit ces échanges, et la délivrance de ces laissez-passer consulaires qui viennent là de manière dramatique avoir un point d'orgue qui est catastrophique et qui est je dirais, malheureusement la traduction de ce qu'on constate de plus en plus dans nos rangs. Olivier Madinier, qui se trouve non loin de la gare de Genève, où le suspect a été interpellé hier en début de soirée, et à l'heure qu'il est, donc toujours en garde à vue chez les autorités helvétiques. Absolument, l'homme de 22 ans est actuellement en garde à vue dans les locaux de la police genevoise. Alors vous le disiez, sa cavale a pris fin hier ici, aux abords de la gare de Genève. L'homme a été arrêté par un équipage de la police suisse. L'homme avait rallumé son téléphone portable qui était éteint depuis les faits, donc il a été facilement géolocalisé. Il a été placé en garde à vue à la demande des autorités françaises et en vue d'une extradition. Alors vous le disiez, cette procédure d'extradition peut prendre quelques jours. L'Office fédéral de la justice nous précise cet après-midi que la France dispose de 18 jours afin de formuler cette demande. Merci beaucoup pour ces premières précisions. Didier Rendu, comment on fonctionne dans ces cas-là dès lors qu'il y a un doute sur le fait qu'en effet un suspect, une fois qu'il a été identifié par les images de vidéosurveillance, qui semble avoir été le cas à Montreuil, notamment aux abords de ce distributeur de billets, c'est-à-dire qu'on a un profil, on a un fichier le concernant, et on l'envoie tout de suite à ses homologues frontaliers, ne sachant pas où il va se rendre d'ailleurs. Tout à fait. Alors, il y a d'abord une mise sous surveillance de l'individu. Ouais. Et en fonction des critères de l'enquête, de la dangerosité de l'individu, des mesures qui sont à exercer, il y a différents points qui peuvent se trouver sur cette fiche. C'est effectuer par exemple une surveillance discrète ou procéder à l'interpellation du suspect. Et puis évidemment, en fonction des éléments dont on dispose dans le cadre de l'enquête, c'est évidemment la coordination, la coopération qui doit se mettre en œuvre systématiquement avec les autorités compétentes du pays vers lequel potentiellement le suspect est en mesure de se diriger, pour justement maximiser les chances d'arrestation de l'individu. Là, c'est la téléphonie qui a été cruciale, puisqu'on sait qu'il avait éteint son téléphone après avoir commis le meurtre, a priori, et qu'après, il a borné à nouveau en Suisse. Donc, il se sentait... Il se sentait en sécurité de l'autre côté de la frontière, et les effectifs engagés sur le dispositif, les effectifs français, se sont bien évidemment arrêtés à la frontière, mais grâce à la coopération qui a eu cours avec les autorités helvétiques, la transmission d'informations a pu avoir lieu et justement permettre l'arrestation du suspect. Quelques minutes, il nous reste encore quelques minutes pour parler d'Elias Dimzalen, cet activiste islamiste qui est en garde à vue. On se souvient de lui, on va voir les images haranguant la foule en plein Paris pour appeler
à une intifada dans la capitale. L'activiste qui est animateur du site Islam et Info et de l'association Perspective Musulmane a été convoqué hier à la préfecture de police de Paris. 16 jours donc après les faits, sa garde à vue entre-temps a été prolongée. Je vous rappelle en 2 mots quand même les motifs pour lesquels l'enquête a été ouverte. Provocation publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, nation, race ou religion. Deuxième chef, provocation à commettre des atteintes volontaires à la vie ou l'intégrité physique. Et puis surtout celui-ci, que je vais peut-être vous faire commenter, provocation à commettre des crimes ou délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est sans doute celui-ci qui est le plus sérieux parce que ça revient à encourager un mouvement insurrectionnel. Et j'ai lu que c'était passible de 15 ans de prison et 250 000 € d'amende. Là, pour vous, il faudrait être exemplaire sur cette affaire ? Bien évidemment qu'il faudra être exemplaire parce que, je voudrais juste rappeler une chose, notre organisation syndicale appartient à la CFDT et la CFDT, elle est très attachée à l'exercice des libertés collectives et individuelles. Et les policiers sont là, policiers républicains sont là pour encadrer l'exercice de ces libertés collectives et individuelles et notamment la liberté, le droit de manifester. Mais lorsque vous avez des personnes politiques de haut rang qui appellent en leur sein des gens à proférer de tels propos constitutifs d'infractions et que ces infractions, pour déstabiliser l'institution, elles visent en première ligne les policiers, bien sûr que ces propos sont condamnables et ils sont désastreux de la part d'hommes politiques. Le but, c'est toujours la déstabilisation permanente, c'est la bordélisation de toute la société et le chaos. Enfin, ça, c'est la volonté de Jean-Luc Mélenchon, assumée depuis un certain nombre d'années déjà à Amaury. Oui, et dans le cas de M. Dimzalen, ça n'est pas nouveau, cette collaboration avec l'extrême gauche. Tout cela participe de la désaffection de certains policiers pour le métier, de l'exaspération de votre métier au quotidien. Vous avez l'impression parfois que vos missions sont vaines parce que derrière, ça ne suit pas. C'est un discours qu'on entend souvent, malheureusement. Oui, c'est effectivement un discours qu'on entend souvent avec, je dirais, un empilement de normes et de tuyaux administratifs extrêmement longs, extrêmement compliqués. Ça a été rappelé tout à l'heure sur ce plateau, notamment pour parfois les difficultés à joindre les services de la préfecture pour obtenir des OQTF. On ne l'a pas dit non plus, mais c'est vrai que la procédure administrative qui doit aboutir à la délivrance d'une OQTF est particulièrement compliquée, technique, elle requiert des compétences particulières et qu'on a aussi un nombre de procédures qui très souvent reviennent casser parce que justement les règles de procédure n'ont pas été respectées. Et ce qui suppose, dans le cadre qu'on connaît aujourd'hui, d'une désaffection profonde pour la filière judiciaire, l'investigation, avec une complexité de la procédure, quelle qu'elle soit, judiciaire ou administrative, avec des normes supranationales qui viennent se rajouter à tout ça, avec des outils qui dysfonctionnent constamment, on arrive à ce désastre aujourd'hui. J'aimerais qu'on garde quelques minutes pour parler du témoignage de Paul. Paul, il a 17 ans, il a été passé à tabac samedi après-midi à Mazamet, ça se trouve dans le Tarn, parce qu'il avait confié quelques minutes auparavant, pensant que ça poserait aucun problème, à d'autres jeunes autour de lui, qu'il était homosexuel. Une dizaine de personnes ont été interpellées, âgées de 13 à 20 ans. Il témoigne de l'avalanche de coups qu'il a reçus. Écoutez. Et là, je me retourne et je vois 3 personnes courir vers moi en m'insultant de sale PD. Et ils ont commencé à me porter des coups. Et ensuite, c'est le groupe de 10 personnes environ qui s'y est mis aussi. Donc Emma, elle a fait ce qu'elle pouvait, elle m'a pris dans ses bras pour me protéger au maximum des coups que j'ai reçus. Elle s'en est pris aussi, ils ont osé la frapper. Du coup, c'est ce fameux passant qui a tout arrêté. Sans lui, je pense qu'à l'heure qu'il est, je ne serais peut-être pas ici. Je le redis. Je ne serais peut-être pas rentré chez moi vivant. Vers la fin, avec le recul, je pensais quand même que ça allait pas en finir. Donc voilà. Ils se sont déchaînés sur toi ? Ah oui, vraiment. J'ai reçu entre 15 et 30 coups, je dirais. Donc après, une fois que cette personne leur a hurlé dessus, en leur disant que c'était pas normal, ils sont tous partis en courant. L'impunité de certaines familles, ça vous confirmez ? On le voit dans de nombreuses affaires. Oui, c'est ce qu'on déplore, effectivement, c'est que en fait, la France est un état de droit, mais c'est aussi un état de liberté et de tolérance. Et ce qui choque, c'est qu'encore en 2024, on soit victime d'agressions physiques en raison de ses origines, sa sexualité, sa couleur de peau. Et ces actes-là, ils doivent être fermement condamnés. Et nous le déplorons au quotidien. Et les policiers luttent sans relâche contre ce type d'agression. Je voulais aussi féliciter la célérité des enquêteurs qui, justement, ont permis l'arrestation de 3 suspects là, qui passeront prochainement au tribunal de Castres.